Nike, tu me dis quand c'est bon? Je te laisse commencer. Bonjour, bienvenue dans ce live dédié aux formations et aux études dans le domaine des lettres, langues et sciences humaines, appelé couramment LLSH. Je suis Hereiti Terithei du Centre d'orientation des stages et de l'insertion professionnelle. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de la journée porte ouverte de l'université qui a lieu en virtuel cette année. Dans ce live, nous n'allons pas présenter les formations puisque nous avons déjà filmé des vidéos à ce sujet et aussi créé des plaquettes de présentation des formations que vous pouvez trouver en ligne sur le site internet www.upf.pf/journée porte ouverte. Mais nous allons plutôt consacrer l'heure qui suit à répondre aux questions que vous nous avez envoyées dans les commentaires de nos vidéos précédentes. Et vous pouvez également commenter la vidéo actuelle. Nous allons essayer d'y répondre un peu plus tard. Et pour du coup nous aider à répondre à ces questions, je suis entourée de plusieurs intervenants à qui je vais donner la parole pour se présenter. Lovaina. Yorana Muitato, je suis Lovaina Rochette et je suis enseignante à l'université depuis quelques temps et je suis directrice des études de licence langue polynésienne. Yorana, good morning. Je m'appelle Patrick Favreau, je suis maître de conférences en anglais et responsable d'équipe pédagogique en LEA, directeur d'études en LEA. Et je donne des cours d'anglais et aussi de psychologie et je m'occupe aussi pas mal de l'orientation des étudiants. Merci. Jean. Yarana, Jean Morchel, donc je suis maître de conférences en géographie et aménagement et je suis également le responsable d'équipe pédagogique de la licence géographie et aménagement de l'université. Yaorana, je m'appelle Sylvie Largeau-Ortega et je suis maître de conférences en anglais et je vais vous parler aujourd'hui de la licence LLCER anglais. Yorana, je m'appelle Andreas Persman, je suis professeur de littérature générale et comparée et je suis le responsable d'équipe pédagogique de la filière lettres et arts dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais commencer par une question qui concerne toutes les formations. On sait que pour postuler en première année de licence, il faut candidater sur Parcoursup jusqu'au 29 mars. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les éléments du dossier auxquels vous prêtez le plus d'attention? Andreas, peut-être tu veux commencer pour la licence lettres et arts. Oui, alors nous sommes évidemment attentifs à l'évaluation qui a été faite dans les établissements et bien sûr aux notes obtenues au baccalauréat de français en particulier. Mais nous regardons tout aussi attentivement la lettre de motivation et le projet professionnel qui peut être celui donc des candidats qui souhaitent nous rejoindre. Pour s'inscrire en licence LLCER anglais, on fait attention évidemment aux notes obtenues dans cette discipline au baccalauréat, ainsi que tout au long de l'année, surtout si ces notes sont agrémentées de notes d'élèves qui ont choisi une spécialité supplémentaire en anglais au lycée. Nous faisons également attention aux notes obtenues dans toutes les matières qu'on peut appeler littéraires, c'est-à-dire français, histoire géo, les autres langues vivantes. Nous faisons également attention à la qualité d'expression de la lettre de motivation, la correction de la langue et au projet professionnel.
Oui, donc nous aussi en géographie, on est bien évidemment attentif aux notes obtenues par les élèves tout au long de l'année, sachant qu'on regarde également les résultats de première et de terminale. On est aussi attentif aux appréciations des professeurs et du conseil de classe, hein, que c'est vraiment très, très important de notre point de vue. Et bien entendu, l'adéquation du projet professionnel de l'élève avec notre formation en licence de géographie. En licence polynésienne? Oui, en langue et culture polynésienne, évidemment, ce sont les mêmes critères que pour les autres filières, c'est-à-dire la qualité de la langue, des langues, on va dire, du français, de l'anglais, des autres langues vivantes, évidemment des notes aussi en philosophie, en histoire géo, mais la particularité en langue polynésienne, c'est qu'on recommande de rédiger une lettre de motivation en tahitien. En revanche, elle est recommandée, cette lettre. C'est pour voir le bagage linguistique du candidat. Mais il n'y a pas que ça. Évidemment, on regarde aussi le projet dans la lettre de motivation, le projet, l'adéquation des projets professionnels et la volonté de poursuivre des études, parce qu'on va aussi déceler une forme de maturité. Est-ce que ce candidat est assez mature pour poursuivre des études supérieures ou pas? Et dans ce cas-là, on l'orientera en PAD. Donc on voit aussi cet aspect-là dans le recrutement, dans l'étude des dossiers. Voilà. Alors, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'ont dit mes collègues, si ce n'est les spécificités de la filière LEA. Alors, c'est 2 langues étrangères, anglais, soit anglais-espagnol, soit anglais-mandarin. Et je réponds à une question qui nous a été posée. Si vous n'avez jamais fait d'espagnol, ne venez pas en LEA, c'est parce que on prend pas les grands débutants en espagnol. Par contre, en licence LEA anglais-mandarin, nous acceptons les grands débutants, mais sachez que vous aurez un gros travail à accomplir pour attraper le niveau de ceux qui ont déjà fait du mandarin au lycée ou même avant. Merci Patrick. La question suivante portera, nous arrive de bacheliers professionnels et technologiques. Ils nous demandent si ils ont des chances d'intégrer les licences que vous proposez. Oui, alors je ne souhaiterais pas alimenter des illusions. Donc c'est vrai que une entrée directe en licence lettres et arts va être relativement difficile pour les élèves issus d'un bac pro en particulier. En revanche, on leur propose de passer par le parcours adapté et si leurs résultats sont à la hauteur attendue, à ce moment-là, une poursuite en lettres et arts n'est pas exclue. J'ai exactement la même réponse. Le long de ma carrière, j'ai vu très très peu d'étudiants qui ne venaient pas de bac général réussir dans notre parcours. Ça s'est déjà fait, mais c'est très rare et ça nécessite un très très sérieux investissement de la part de l'étudiant. Oui, donc en géographie et aménagement, on est confronté en fait aux mêmes problématiques, à savoir que donc les élèves qui viennent de bac général et technologique réussissent normalement leur licence. Par contre, effectivement, ceux qui viennent de bac professionnel, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et donc, nous préférons également leur proposer une inscription en PAD, au moins pour la première année. Et ensuite, encore une fois, si les résultats sont à la hauteur, on les accepte bien entendu très volontiers dans notre licence à la suite de leur PAD. On peut peut-être leur dire aussi que vous pouvez bénéficier d'un accompagnement spécialisé dès votre arrivée à l'université en première année. Vous bénéficiez d'entretiens, par exemple, d'orientation et de motivation de la part du centre d'orientation de l'université et de vos enseignants responsables de formation. On peut vous proposer également du soutien pédagogique ou du tutorat qui vous permettent de revenir sur des notions qui n'ont pas forcément été comprises la première fois en cours ou par exemple de refaire des exercices aussi pour permettre d'avancer et de réussir aux prochains examens. Tout ce procédé, ce dispositif est généralisé à toutes les licences. Donc ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas seul et vous serez accompagné.
On a des questions aussi sur le type de cours qu'on peut trouver à l'université. Donc on a des CM, on a des TD, on a des TP. Est-ce que Lovena, tu peux nous en dire plus sur ce type de cours? Oui. Et comment ils se différencient les uns des autres? Oui, des cours magistraux, les CM sont dispensés en amphithéâtre et il y a toute la filière, par exemple première année, qui est invitée, sollicitée. Et voilà, il faut venir de manière assidue à ces cours magistraux. Et puis il y a les TD, les travaux dirigés, qui se font en plus petits groupes selon les enseignements. Et puis les TP en langue polynésienne, on n'a pas de travaux pratiques. Bon, les TD et les CM aboutissent évidemment à il y a des évaluations pour ces enseignements qui sont en contrôle continu, on appelle ça les contrôles continus, les premiers contrôles et les seconds, et enfin des examens terminaux pour ceux qui sont non assidus. Mais en langue polynésienne, c'est partout, dans toute la filière LSH, c'est la même chose, on a des CM et des TD. D'accord, merci. Il y a des lycéens qui ont l'air préoccupés par la somme de travail qui les attend à l'université. Alors, est-ce qu'on travaille plus ou on travaille moins quand on est à l'université? Et combien d'heures, par exemple, il y a de cours dans une semaine? Ah là là, grande question, grande question, grande question. Tout objectif qu'on atteint, qu'on vise, nécessite du travail. Et tout dépend de votre motivation. Et alors, je reviens sur les CM. Alors, il y a l'idée qui circule, selon laquelle c'est plus qu'une idée, c'est un fait. Les CM ne sont pas obligatoires. C'est entendu. Mais alors, je vous invite à vous interroger sur vos motivations. Est-ce que vous venez à l'université pour avoir un diplôme, ric-rac, avec 10 de moyenne, avec les systèmes de compensation, ou alors pour acquérir des connaissances et des compétences? Posez-vous vraiment la question, et puis cette question de travail, bon, elle devient secondaire. Et quand vous avez cette motivation, cette forte motivation intrinsèque, c'est-à-dire que vous êtes vraiment intéressé par les lettres, par l'anglais, par la géographie, par le tahitien, tout le reste suivra. Vraiment. Bon, je parle un peu de ça dans mes cours de projets professionnels, mais la question, oui, il y a beaucoup de travail, mais quand on a un objectif clair en tête, on trouve, on n'a même pas besoin de se motiver, de se forcer, ça se fait tout seul. Mais peut-être que la question c'était juste concrètement, on va dire, en moyenne, voilà, en nombre d'heures. On a fait un calcul par rapport à 500 heures, par exemple, en licence, première année. Et donc, par rapport au nombre de semestres de travail, en enlevant les 2 semaines d'examen, il faut compter entre 21 et 22 heures en moyenne par semaine de cours. En tout cas, je crois. En langue polynésienne, c'est à peu près ça, en moyenne, première année. D'accord, une vingtaine d'heures par semaine en licence langue polynésienne, avec, j'imagine, beaucoup de travail personnel attendu. Bien sûr, comme dans toutes les filières. Bien sûr. Oui, Andreas, tu veux rajouter quelque chose? J'aimerais juste ajouter qu'il ne faut pas avoir l'illusion qu'il existe à l'université des parcours où il faut moins travailler que dans d'autres. Oui. Dans tous les parcours, la réussite est liée à l'investissement de l'étudiant. Et si vous êtes décidé à vous investir et à travailler, eh bien vous allez réussir. C'est très simple. J'irai tout à fait dans le même sens et je dirais que si vous vous inquiétez de cette question, c'est déjà bon signe. C'est le signe que vous savez qu'il y a une perspective de beaucoup de travail et c'est le cas. Donc, je confirme ce que dit Lovaina, c'est une moyenne de 22,5 heures de présence en cours par semaine, mais ça n'est pas ce qui définit votre travail. Il y a la présence en cours et il y a tout un travail beaucoup plus conséquent qui est attendu de vous personnellement, chez vous et en bibliothèque. Vous avez une très très belle bibliothèque sur le campus. Il faut y être assidu tout autant qu'en cours.
Donc oui, il y a beaucoup de travail. Et ce n'est qu'avec ce travail que vous réussirez. Si je puis rajouter un point, c'est aussi la curiosité intellectuelle par rapport à ce travail qui va vous permettre de réussir. Effectivement, donc ma collègue a parlé de la bibliothèque, il est certain que le Whare doit devenir votre temple où vous allez vous précipiter chaque fois que vous avez un trou entre les cours. Voilà, donc je voudrais juste rajouter quand même, pour vous rassurer peut-être un petit peu, c'est que ce qu'on vous demande, ça sera toujours au niveau auquel vous êtes. C'est-à-dire que quand vous rentrez en première année, on ne va pas vous demander des choses qu'on demanderait à des étudiants de troisième année. Donc bien sûr, il y a toute la question du travail, d'être assidu en cours, du travail personnel à la bibliothèque universitaire. Mais dites-vous bien que nous, derrière, nos programmes d'enseignement, ils sont évidemment progressifs. Donc il y a cette progression et vous serez accompagné tout au long de cette progression pendant votre licence. Merci Jean. Quand on commence un cursus à l'université, on commence déjà à penser à ce qu'on va faire plus tard. Et les personnes s'interrogent sur les stages possibles à l'université. Vous avez, je pense, dans toutes vos formations, des étudiants en stage. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu vers quel type d'entreprise ou de structure ils s'insèrent? Oui. Oui, alors donc en licence de géographie et aménagement, en fait, il y a 2 stages qui sont obligatoires. Un stage de 15 jours en deuxième année et un stage de 4 semaines en troisième année. Sachant que les étudiants peuvent choisir ce qu'ils souhaitent en fait par rapport à leur projet professionnel. Sachant que donc certains de nos étudiants vont faire des stages dans le secondaire pour ceux qui se destinent vers l'enseignement, puis d'autres vont dans les administrations, les mairies, les bureaux d'études, puisqu'il y a des grands besoins de géographes en fait dans tout ce qui est aménagement du territoire, développement économique et territorial, aménagement des équipements touristiques ou gestion des transports, gestion des risques naturels. Donc en fait, il y a beaucoup de possibilités pour pouvoir trouver ces stages et trouver évidemment, suite à ces différents stages, sa voie pour pouvoir se spécialiser par la suite. En langue polynésienne, c'est pareil. C'est-à-dire, ils peuvent faire des stages dans... C'est juste pour rebondir sur ce que disait Jean, c'est intéressant parce que dans les mairies, on a besoin d'étudiants aussi en langue polynésienne et qui vont aller dans le sens des projets des mairies sur l'organisation des journées de patrimoine, l'organisation de plusieurs événements en lien avec la culture, et les étudiants peuvent trouver des stages dans ces instances municipales, etc., collectives, ou dans tu as posé la question des entreprises. On a la chance aujourd'hui d'avoir des entreprises comme, je ne sais pas si je peux citer les noms, mais des start-up qui mettent en valeur et qui permettent aux gens d'apprendre le tahitien et qui prennent des étudiants pour avoir l'expérience, la gestion d'une entreprise, la question d'une entreprise. Donc ça s'ouvre, pour les langues polynésiennes, ça s'ouvre et c'est intéressant pour les étudiants évidemment de chercher des stages dans ces domaines-là en plus ou à l'identique des autres filières. Donc les structures répondent présentes en général, oui, les étudiants, que ce soit dans le public ou dans le privé ou le milieu associatif. D'accord. Bonjour Véronique. Voilà. Nous accueillons une nouvelle intervenante que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous. D'abord, pardon de n'arriver qu'à présent, mais ma voiture n'était pas consentante à mon arrivée ici. Je suis Véronique Larcade, je suis maître de conférence en histoire moderne et je suis responsable de l'équipe pédagogique de la filière histoire et je travaille en étroite collaboration avec Jean Morchel qui, je pense, est intervenu pour présenter sa partie de notre parcours. Je suis évidemment heureuse de répondre aux questions et d'informer les étudiants qui pourraient être intéressés par cette filière. Merci Véronique. On prend les questions au fur et à mesure qu'elles nous viennent. Nous avons également des étudiants qui partent en mobilité étudiante dans des universités partenaires de l'UPF.
Est-ce que l'un de vous pourrait nous en parler? Vous avez peut-être des étudiants qui sont dans des programmes de mobilité actuellement? Oui, c'est quelque chose qui est tout à fait chaudement recommandé pour les étudiants qui s'inscrivent en licence LLSER anglais. Et nous avons tous les ans plusieurs étudiants qui ont l'opportunité de partir pour 6 mois ou même 1 an dans des universités anglophones, qu'elles soient européennes ou du Pacifique. Et c'est une expérience extraordinaire. Non seulement, bon, c'est un milieu, ils trempent dans un milieu anglophone, mais au niveau personnel, c'est également une découverte, une opportunité de vivre des choses qui leur ouvrent l'esprit, qui leur apporte beaucoup de maturité. Donc c'est une excellente opportunité qui est offerte par l'université et vous êtes encouragés à la saisir. Oui, alors pour les lettres, je peux donner un exemple très concret d'une étudiante brillante actuellement en première année qui prévoit déjà de partir en année Erasmus à Rome pour y suivre une formation spécialisée dans le domaine de l'édition qui est proposée à Rome en anglais et qui va donc compléter son cursus puisqu'elle souhaite créer sa propre boîte d'édition. Ça donne envie. Donc, je peux rappeler aussi que du coup, le service qui peut accompagner les étudiants dans les projets de mobilité, c'est le service des relations internationales qui peut donc vous apporter toutes les informations nécessaires dans la construction de votre projet de mobilité et aussi vous renseigner sur les différentes, sur l'aspect financier et vous pouvez même obtenir des financements pour, avant votre départ. Oui, et vous avez vu que bon, hochement de tête signifiait que ça concerne également des étudiants qui ne sont pas, Andreas en parlait à l'instant, qui ne sont pas forcément des linguistes. Et je pense que même si effectivement il y a des cours qui sont donnés dans des langues qui ne sont pas les langues du cursus choisi, il y a une très très grande bienveillance des universités accueillantes. Et nous, dans la filière Histoire-Géographie, enfin dans les filières Histoire et Géographie, on a l'exemple de 2 étudiantes qui ont inauguré le partenariat avec l'université d'Ulster, donc en Irlande du Nord, donc qui étaient historiennes et géographes, et qui se sont parfaitement adaptées alors que l'anglais n'était pas leur dominante. Donc, et qui ont fini major. Oui, dans leur université d'accueil à Ulster. Oui, donc c'est, je crois, comme le disait très bien Sylvie, une expérience personnelle, mais aussi quelque chose qui est une promotion, un élan supplémentaire dans les études, quelle que soit la spécialité. Et je vais dire quelques mots sur l'Espagne. L'Espagne, anglais-espagnol, hein, c'est une des 2 filières en LEA. Et chaque année, alors il y a eu des perturbations à cause de la crise sanitaire, mais tous les ans, il y a entre une douzaine, une demi-douzaine d'étudiants qui partent en Espagne. Et là encore, c'est une expérience extraordinaire sur le plan linguistique, sur le plan humain, sur le plan personnel. Donc, je vais rajouter un élément ici. Certains étudiants ont demandé et le séjour ne leur a pas été accordé. Alors on est pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cet étudiant en question, j'ai un exemple clair en tête, n'avait pas les résultats suffisants. N'avait pas les résultats suffisants et n'a pas donné l'impression à l'équipe pédagogique qu'il méritait. Ça se mérite aussi, hein, par le travail. Le travail, toujours ça. Je ne vais pas vous saouler, pardon pour la familiarité, mais le travail, c'est tellement, tellement important. Et placez ça en premier, tout le reste suivra. Juste pour compléter aussi, j'ai aussi des étudiants en tête qui partent à Hawaï, à l'université de Manoa, me semble-t-il. Et en revanche, je maîtrise pas tellement le dossier, mais il y a les relations internationales qui aident beaucoup les étudiants pour partir. Et évidemment, il y a l'aspect résultats qui sont attendus, parce qu'il faut évidemment maîtriser l'anglais, etc. Mais il y a aussi une mobilité dans ce sens-là pour les langues polynésiennes à Hawaï. D'accord, merci.
On va aborder un autre sujet qui est un peu plus terre à terre peut-être. Quelqu'un nous demande si je suis absent, est-ce que je dois déposer mon certificat médical à mon prof ou à la vie scolaire? C'est probablement un lycéen qui pose cette question. Bon, c'est un aspect administratif, je dirais secondaire, vraiment secondaire. Ça a sa place, ça a toute sa place. Hein. Et sachez qu'il y a un règlement, il y a un certain nombre d'absences qui est autorisé. Hein, mais c'est secondaire, c'est secondaire. Il y a des aspects beaucoup plus importants. Alors, je vais quand même répondre à la question, puisqu'on nous l'a posée. Donc, vous pouvez vous envoyer mon certificat médical, je crois, par mail, une copie à votre enseignant pour au moins prévenir de votre absence et ensuite faire parvenir l'original à la direction de la scolarité. Voilà pour ce sujet. J'ai une question également d'une personne qui apparemment a commencé sa licence il y a 3 ans, mais qui a arrêté entre-temps. Donc cette personne demande est-ce qu'elle peut revenir en études et valider certains de ses acquis ou est-ce qu'elle doit tout reprendre à zéro? Alors non, il existe des outils qui permettent aux étudiants qui reprennent leurs études de faire valider les UE qu'ils avaient déjà validés dans le passé, voire même de valoriser l'expérience professionnelle, c'est-à-dire qu'à travers d'une expérience professionnelle, on peut également estimer que l'étudiant, qu'on peut valider une ou quelques UE aux étudiants qui sont concernés. Merci pour ces précisions. Je vais maintenant passer aux questions un peu plus spécifiques qui concernent peut-être vos filières. Faut-il être bon en maths pour s'inscrire en géographie? Qui pourrait répondre à cette question? Oui, quand j'ai vu la question, ça m'a fait un petit peu sourire parce qu'effectivement, donc en géographie, effectivement, il y a des statistiques parce que les statistiques, ce sont des outils nécessaires pour comprendre le monde qui nous entoure. Ceci étant, ce sont des statistiques, ce ne sont pas des mathématiques, donc c'est des choses qui sont quand même très différentes. Donc, oui, il va y avoir un petit peu de mathématiques en licence de géographie, mais non, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir un niveau très élevé en maths pour pouvoir y entrer. Encore une fois, on ne va pas vous lâcher comme ça devant des problèmes complexes dès le départ. En fait, il y a toujours cette progression qui est envisagée au niveau de notre programme. Voilà. Merci. Louvaina, je me tourne vers toi pour la licence langue polynésienne. Quel est le niveau de tahitien attendu pour entrer dans cette licence? Et est-ce qu'il faut maîtriser d'autres langues polynésiennes pour réussir? Oui, merci pour la question. À la première, non, il ne faut pas maîtriser au sens, on va dire, expert de la langue tahitienne, mais il faut en revanche avoir une compréhension basique, minimale de la langue tahitienne parce que les cours en langue polynésienne, certains cours, la plupart, sont en réotéti. Donc il faut venir avec un niveau basique de langue tahitienne. Si on pouvait se référer au cadre européen des langues, ça serait le niveau A2, c'est-à-dire des connaissances basiques. Parce que les locuteurs d'aujourd'hui, les jeunes polynésiens d'aujourd'hui n'ont pas eu d'enseignement, l'apprentissage du tahitien n'a pas été en continu. Pour certains, ils ont appris le tahitien, bien sûr, peut-être en famille, ceux qui ont de la chance, au primaire, ensuite au collège et au lycée, mais de manière pointillée, en discontinu. Ce qui fait que quand ils arrivent avec le fonctionnement des options et puis le nouveau bac, etc., ils peuvent arriver en première année avec un niveau, mais vraiment, ils ne savent plus déjà eux-mêmes, s'ils savent parler, ils peuvent baragouiner, mais en licence première année, on reprend les bases. Mais tout de suite, on atteint un niveau pas du tout grand débutant, comme on parlait tout à l'heure. Hein. Donc il faut avoir ça à l'esprit. Il faut avoir un minimum, mais il faut beaucoup évidemment de travail à côté. Mais il ne faut pas maîtriser une langue, la langue tahitienne, ou alors, tu me demandais, est-ce qu'il faut maîtriser une des langues polynésiennes, le pomtou, le marquesin. On a des locuteurs, on va dire bilingues de langue polynésienne qui maîtrisent très bien le marquésien ou le pomtou.
ou le Ivaveh ou le Rapa. Ça, c'est un plus pour eux. Effectivement, c'est un atout parce qu'en première année, ils ont du Paumotu à hauteur de 25 heures. En deuxième année, ils ont du marquisien. Et en troisième année, selon les années, les intervenants, on a des missionnaires, on a soit du maori, soit du hawaïen. Mais en effet, à la fin de la licence, ils ont une connaissance assez bonne des langues polynésiennes. Et quand ils maîtrisent une des langues polynésiennes, le Rapa ou le Ivaveh, le marquisien ou le Rutu, c'est vraiment un atout pour eux. Voilà. Merci. De rien. Andreas, la prochaine question est pour toi. Alors, on nous demande, est-ce que la licence de lettres peut m'aider à m'améliorer en orthographe? Alors, il faut d'abord rappeler qu'en deuxième année, tous les étudiants et étudiantes de l'UPF bénéficient d'un renforcement en expression écrite qui est notamment destiné à leur aider à préparer la certification Voltaire, qui est donc spécifique à l'orthographe. Donc ça, ce n'est pas une spécificité de notre filière, cela concerne l'ensemble des filières de l'université. Je dirais que c'est plutôt, il faut renverser la question. Il est certain qu'en lettres, les exigences en matière d'orthographe et d'expression écrite vont être plus élevées que dans d'autres filières, scientifiques notamment, où l'expression ou l'orthographe, disons, n'est pas forcément un critère sélectif. Il est clair, comme nous formons de futurs professeurs de français, nous devons, dans ce domaine, être beaucoup plus exigeants. Ce qui ne veut pas dire que quelqu'un qui en terminale ne serait pas encore un champion d'orthographe n'a pas toutes ses chances chez nous. Donc, on peut être encore plus ou moins médiocre en orthographe en sortant du lycée, mais il est certain qu'on doit beaucoup s'investir dans l'expression, pas seulement l'orthographe, parce que l'expression écrite, c'est pas seulement l'orthographe. Il faut beaucoup s'investir dans notre filière, dans tous les domaines de l'expression écrite, pour pouvoir ultérieurement transmettre cette compétence aux élèves. Merci. Véronique, une question pour toi. Est-ce que un candidat peut intégrer une école de journalisme après une licence d'histoire? Je dirais qu'il y a au moins un précédent. Et Jean Morchel ira dans le même sens que moi, ou soutiendra cette affirmation avec force, car nous avons effectivement un étudiant qui a fait tout son cursus dans la filière histoire et géographie, et qui a réussi le concours de Polynésie première, et dont nous avons la fierté de voir régulièrement le nom apparaître et de reconnaître sa voix dans le commentaire des reportages. Donc oui, il y a au moins un cas très très concret, et je pense qu'ensuite, il faut avoir conscience du fait que le cursus d'histoire-géographie permet d'avoir une ampleur en matière de culture générale qui est, si je puis dire, très facilement recyclable dans beaucoup de domaines. Et en fait, les historiens géographes ont la possibilité ensuite de pouvoir trouver d'autres débouchés que le professorat des écoles ou l'enseignement. Et c'est là-dessus qu'il faut miser. Enfin, c'est l'histoire-géographie, un tremplin pour beaucoup d'étudiants qui ensuite ont des destins très différents. Merci. Sylvie, est-ce que quand on est en licence d'anglais, on a les mêmes profs d'anglais toute l'année? Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'il y avait une moyenne de 22 heures de cours par semaine sur toute l'année. Donc non, vous avez plusieurs professeurs d'anglais. La majorité des cours est en anglais. En fait, les seuls cours qui sont en français sont des cours de traduction, quand il s'agit de traduire du français à l'anglais ou de l'anglais au français.
ou alors des cours de linguistique qui consistent à expliquer le fonctionnement de la langue, le décortiquer, etc. Donc ça peut être en français, mais tous les autres cours sont en anglais et sont dispensés par une équipe pédagogique qui s'élève au nombre d'une dizaine ou d'une douzaine en fonction des années. Donc vous aurez différents interlocuteurs. Très bien. On a également quelques questions sur le déroulement des examens. Alors certaines personnes voudraient savoir est-ce qu'on est évalué en contrôle continu à l'université? Oui, vous êtes évalué en contrôle continu à hauteur de 2 examens par semestre en moyenne, qui portent donc sur la première partie du semestre que vous aurez travaillé, puis le deuxième sur la deuxième partie du semestre. Vous avez ensuite ce qui s'appelle la deuxième chance qui vous permet d'améliorer vos résultats. Et pour les étudiants qui sont inscrits en non assidu, c'est-à-dire les étudiants qui ne peuvent pas, pour diverses raisons personnelles, professionnelles, etc., assister aux cours, il y a aussi possibilité de passer les examens en non assidu au rythme d'1 par semestre du coup, mais avec la possibilité aussi de passer la deuxième chance. Et est-ce qu'il suffit d'avoir 10 de moyenne dans chaque matière pour valider son semestre? Non, c'est plus facile que ça en fait. Puisque il y a ce qu'on appelle un système de compensation qui va faire que si vous êtes mauvais en traduction mais que vous êtes excellent en littérature, les notes vont se compenser. Vous pouvez avoir un 5 en traduction et un 15 en littérature et vous obtiendrez votre semestre. Bon, à vous de voir si c'est une option à explorer. C'est un petit peu dangereux de faire ce choix-là, mais c'est possible. Et j'ai une question également sur les options. Est-ce qu'on peut faire une licence d'histoire option lettres, par exemple? Est-ce que les options existent à l'université? Pas vraiment sous cette forme, en tout cas pas pour l'instant, en tout cas certainement pas entre l'histoire et les lettres, puisque ça n'a pas été prévu ainsi. Entre l'histoire et la géographie, oui, il y a des passerelles en fait qui permettent, puisqu'il y a beaucoup d'enseignements qui sont communs, surtout en première année, où une grande partie les 2 licences sont quasiment identiques en fait en première année. Donc il y a une réorientation possible pour quelqu'un qui aurait fait de l'histoire puis qui se rend compte en cours de route qu'il préfère la géographie. Donc ça c'est tout à fait possible. Et ça permet également, dans ce cas spécifique, pour des étudiants qui terminent une licence d'histoire, de se réinscrire ensuite en 3e année de licence de géographie et de valider aussi quelques UE complémentaires, en vue notamment, c'est surtout les étudiants qui sont concernés, ce sont surtout ceux qui veulent intégrer la préparation au CAPES l'année suivante, où il y a la bivalence et donc il faut bien qu'ils aient des compétences dans les 2 domaines. Mais au-delà de cet exemple, j'en connais pas d'autres en fait dans notre département. Corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que les seules options qu'on a sont dans les matières liées aux langues. On peut choisir soit l'anglais, soit l'espagnol, soit le thaïsien. Mandarin. Oui, Ou mandarin aussi. Oui. Si je peux rajouter Oui, Andrea, si tu veux rajouter quelque chose. Disons qu'effectivement, il semble y avoir un choix limité d'options dans notre université qui est lié à sa petite taille. C'est-à-dire que comme on n'a pas 15 groupes en parallèle, voilà, il est difficile de proposer un grand nombre d'options. Donc ça, c'est une des contraintes d'une petite université. Moi aussi, Je voudrais préciser que pour s'inscrire dans la licence LLCER anglais, vous devez également valider des UE de langue vivante étrangère autre que l'anglais. Vous avez un choix entre l'espagnol, le reumohoi et le mandarin. Vous ne pouvez pas vous inscrire ni en reumohoi ni en espagnol si vous n'en avez jamais fait. Enfin, vous pouvez vous inscrire, mais vous aurez de grosses difficultés puisque ces enseignements s'adressent à des étudiants qui ont déjà un niveau acquis dans le secondaire. Par contre, vous pouvez vous inscrire en mandarin niveau vrai débutant. Merci Sylvie. Peut-être ajuster ou un petit détail en tout cas. J'assure les enseignements de langue vivante reumohoi.
pour toutes les filières de l'LSH. Donc on a des étudiants de lettres et arts, d'anglais, d'histoire géo, et LEA aussi anglais mandarin ou anglais espagnol. En effet, il est préférable d'avoir un niveau, on va dire, basique aussi de tahitien, mais par rapport à la filière LCER-LP, langue polynésienne, il est nécessaire d'avoir des bases. Mais dans cette option-là, on accepte évidemment, comme ce ne sont pas des spécialistes qui viennent en langue polynésienne, on accepte d'avoir des étudiants grands débutants, mais évidemment, ça nécessite un gros travail d'investissement et de motivation et de travail personnel, parce que le niveau monte assez vite en langue polynésienne, même si ce n'est pas des cours pour non spécialistes. Ça monte assez vite et on a des étudiants qui s'accrochent parce qu'ils sont intéressés, fascinés, passionnés par la culture, etc. Mais effectivement, il faut dire ça. Mais bien sûr, les étudiants viennent, mais je crois que parfois, certains étudiants s'imaginent que en langue polynésienne, ça va être facile, parce qu'on baragouine un peu. Ben non, c'est sérieux aussi. Donc, il faut venir avec un minimum de motivation de travail. Voilà. Mais ce n'est pas pour des spécialistes. Donc, on prend des grands débutants aussi. Voilà. Des faux débutants. Ouais. Je vais rebondir sur ce que disait mon collègue en géographie sur les options. En fait, faut placer ça dans un contexte plus large. Et ce que je comprends dans cette question, c'est un futur étudiant qui est intéressé par 2 domaines, et il existe le système de double cursus. Par exemple, en LEA, il y a tous les ans, il y a 1, 2, 3 ou 1, 2, 3 étudiantes qui font un double cursus. Donc c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Alors, à condition de beaucoup travailler. Hein. Les souvenirs que j'ai d'étudiants qui ont fait ça, c'était vraiment très investi, très sérieux, très vraiment ponctuel. Enfin bon, c'était des modèles d'étudiants. Et c'est lié à la question, alors je prends un peu d'avance là, j'hésite entre 2 filières, comment puis-je me décider? Il y a plusieurs manières de gérer la chose. Je viens de parler de la première, c'est-à-dire faire un double cursus, inscription principale, inscription secondaire. Après, ça nécessite de jongler avec les emplois du temps, etc. Une autre possibilité, c'est de se lancer dans une licence, et puis vous découvrirez par vous-même que si elle vous plaît vraiment ou pas. Et c'est toujours possible de se réorienter, c'est toujours possible de recommencer. Hein. Vous êtes jeune, vous avez toute la vie devant vous. Et vous pouvez choisir une licence et puis vous tromper, et puis après bifurquer sur autre chose. Alors ça dépend aussi d'autres facteurs, hein, comme les facteurs financiers, économiques. Hein. Dans certaines familles, non, tu vas pas faire des études, tu vas travailler parce qu'on a besoin d'argent à la maison. Bon. Et d'autres ont des circonstances plus favorables, je dirais, qui peuvent prendre le temps. Alors, ne prenez pas trop le temps non plus, hein, mais il y a beaucoup de possibilités. Et pour finir, cette hésitation entre 2 filières, ça s'inclut dans la problématique plus globale de l'orientation. Je m'occupe d'orientation en LEA, projet professionnel en première et deuxième année. Et la première question, je ne sais pas quoi faire, la première question que je pose, c'est qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Quel serait le métier de tes rêves? Et après, je leur propose d'explorer ce métier, cette orientation, et de voir si ce principe de plaisir, hein, ce qu'on aime, peut correspondre au principe de réalité, c'est-à-dire faire un travail qu'on aime. Et je pense que nous tous ici, nous avons cette chance de faire un travail qu'on aime, pas tous les aspects, mais bon, il y a certains aspects administratifs un peu rébarbatifs, mais voilà. Donc, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes faire? Et puis, est-ce que tu peux en faire ton métier? Et puis, vous êtes jeune et vous avez un magnifique potentiel. Et puis, il ne tient qu'à vous de le manifester, ce magnifique potentiel. Donc, si vous intégrez la licence LEA, Patrick Favreau vous accompagnera sur ce sujet. Mais si vous n'intégrez pas la licence LEA ou une autre licence, vous pouvez vous adresser au Centre d'orientation des stages et de l'insertion professionnelle, le COSI,
pour recevoir un accompagnement sur l'orientation Ouais. Et je vais- et la poursuite d'études. Oui, je vais rebondir sur ce que tu dis. Alors, elle n'ose pas parler d'elle-même, mais vous serez accueillis vraiment de manière extrêmement humaine et bienveillante au COSIP, avec Haiti, avec tout le personnel. C'est vraiment... Alors, peut-être ça peut vous impressionner, l'université, mais c'est une université à taille humaine. Et vraiment, 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 c'est très différent des facs de métropole. C'est très anonyme, c'est froid, c'est gris. Ici, il y a une magnifique vue sur Moréa de la cafétéria. Non, c'est une université à taille humaine et vous, bon, peut-être il y aura un moment d'adaptation, trouver vos marques, etc. Mais vraiment, 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 vous serez bien accueillis ici. Enfin, nous ferons tous de notre mieux pour vous accueillir. Tout à fait. Sylvie, tu voulais rajouter quelque Oui, chose? s'il te plaît, Hériti, je confirme que vous serez très très bien accueillis au COSIP. En cas de réorientation, je voulais ajouter que si vous passez d'une filière à une autre, vous bénéficierez de validation de certains enseignements, c'est-à-dire que vous ne recommencez pas à zéro. Andreas? Alors, ce qui peut aider certains élèves à faire leur choix, c'est de voir si on les autorise à assister pendant leur, je ne sais pas, mercredi après-midi, à certains cours pour se faire une idée. Ça peut être quelque chose qui peut aider. Bon. Et il faudrait contacter qui? Les enseignants plutôt pour programmer ça? Non, je peux répondre. Je peux répondre. Il y a certains étudiants en lettres, en langue polynésienne qui sont par exemple en lettres et arts d'ailleurs et en anglais et en histoire géo aussi. Et une année, les enseignants sont toujours bienveillants. Les étudiants viennent les voir pour demander s'ils peuvent assister et quand ils sont motivés, ils s'inscrivent à l'administration sur une double licence et très souvent les enseignants sont bienveillants pour les accueillir en classe. Et puis juste pour rebondir aussi concernant cette orientation, ils peuvent ensuite passer, les emplois du temps sont compliqués pour eux parce qu'il y a toute la filière, par exemple, en lettres et A plus haïtien. Je prends un exemple concret d'une étudiante en anglais. La maquette, elle est chargée pour eux aussi, en Réautéti aussi. Mais ils vont se débrouiller pour naviguer entre les deux filières. Et puis, ils passent l'examen en examen terminal. Donc, il y a vraiment des possibilités pour ces étudiants qui suivent un double cursus parce que les enseignants sont bienveillants, ils comprennent bien la difficulté organisationnelle de tous les services et il ne tient qu'à l'étudiant de s'accrocher, d'être motivé pour fournir évidemment un travail sérieux dans les deux filières. Voilà, donc ça existe. Merci pour cette précision. Oui. Si je puis rajouter un dernier élément pour les élèves qui hésitent entre deux formations, ça va quand même, l'adéquation entre la formation et la profession souhaitée, ça peut quand même être un critère très important. On peut s'intéresser à deux filières, mais constater que pour tel métier, il vaut peut-être mieux choisir cette formation-là qu'une autre. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous dire vers quel métier aboutissent vos formations respectives? Oui, alors j'y réponds très volontiers. Il y a bien sûr les métiers de l'enseignement. Si vous choisissez la filière lettres et arts, vous pouvez devenir professeur de français ou professeur des écoles. Et la grande chance qu'on a encore en lettres, c'est que si vous passez le CAPES de lettres en Polynésie, vous êtes encore sûr d'être affecté en Polynésie, ce qui n'est plus le cas pour un certain nombre d'autres disciplines. Après, il y a aussi tous les métiers des médias, c'est-à-dire on a parlé du journalisme. Dans les journaux, on a besoin de gens qui savent parfaitement rédiger. Donc, avec une avec une licence de lettres et arts, les domaines des médias sont évidemment un autre débouché possible. Il y a les métiers du livre, de l'édition. J'ai parlé d'une étudiante qui se destine à cela, de la documentation, des bibliothèques, qui sont aussi un débouché.
Il y a enfin tout le secteur plus large, culturel, l'animation culturelle, la diplomatie culturelle, ce sont d'autres débouchés possibles. Enfin, on a besoin, dans les entreprises, de gens qui savent parfaitement rédiger. Donc la communication en entreprise, pour les gens qui ne se destinent pas à l'enseignement, qui préfèrent le privé, la communication d'entreprise est un débouché tout à fait possible pour les diplômés de lettres et arts. En anglais? Alors, le diplôme de licence d'anglais vise à assurer une maîtrise de la langue anglaise. À partir du moment où on acquiert cette maîtrise, on peut briguer des métiers qui requièrent la maîtrise de la langue anglaise dans divers domaines, qu'ils soient dans les entreprises de toutes sortes, dans les administrations, absolument partout. La licence LLCER anglais a une orientation très marquée culture et littérature océanienne. Donc elle elle dispense une culture générale en matière océanienne qui pourra également être très appréciée sur le monde du travail dans les domaines de la culture, des relations internationales, etc. Cette licence, comme toutes les autres, permet aux étudiants d'acquérir une méthode de travail et un esprit d'analyse qui pourront être également appréciés dans tous les domaines, dans tous les domaines professionnels. C'est-à-dire que vous acquérez un diplôme qui témoigne d'une habitude de réfléchir et de l'acquisition d'une méthode de travail que vous pourrez faire valoir au titre de diplôme simplement. L'orientation principale néanmoins de cette filière est tournée vers les métiers de l'enseignement. Et c'est ce vers quoi se dirige la majorité des étudiants. Il faut cependant être conscient du fait que le marché du travail sur la Polynésie française se réduit. Je voulais vous parler également des concours administratifs qui sont possibles avec l'obtention d'une licence. Et je voulais vous parler d'autres choses qui m'échappent à l'instant. Si ça me revient, je reprendrai le micro. Alors donc pour la géographie, il y a évidemment tous les métiers du professorat, mais qui ne sont pas vraiment le principal débouché de nos étudiants. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la géographie, c'est quelque chose qui nous permet de comprendre le monde d'aujourd'hui pour préparer celui de demain. Et donc, avec une licence de géographie, il est tout à fait possible, et d'ailleurs c'est ce qui arrive à la plupart de nos étudiants, d'intégrer les métiers dans les domaines de l'aménagement du territoire, de la planification territoriale, de l'urbanisme, mais également la gestion des risques naturels, des risques environnementaux. Donc vraiment des métiers donc à la fois dans le secteur public et dans le privé également, puisque ça peut être dans les administrations ou dans des bureaux d'études. Et donc c'est vraiment une vaste gamme de métiers dont on a un grand besoin sur le Fénois et pour lesquels nos étudiants trouvent, en tout cas pour la plupart, des débouchés. En tout cas, là, ces dernières années, on est très satisfait de leur insertion professionnelle. Merci. Oui, en langue polynésienne, évidemment, la langue et culture polynésienne est au centre de cette université. Parce qu'elle est aussi, évidemment, comme toutes les filières, j'aimerais bien être étudiante à l'Université de Polynésie. Quand j'entends lettrage, je voudrais être en lettrage, je voudrais être en histoire, je voudrais être en anglais, je voudrais être... Donc, c'est vraiment une université à laquelle qu'on veut intégrer. Et les langues polynésiennes, par définition, les langues sont au centre de toutes ces filières. Et il est bon d'avoir un niveau correct de toutes ces... En langue polynésienne, on en a besoin
pour les métiers d'enseignement, évidemment, dans le secondaire, CAPES, professorat, la pluridisciplinarité qui se caractérise dans le premier degré, et la langue polynésienne, on doit enseigner les langues polynésiennes pour le sport, pour les maths, etc. Donc, ça a une place importante. Ce n'est pas pour tirer la couverture à soi, mais évidemment, c'est au centre de ce système. Et puis, peut-être ce qui a changé par rapport aux autres années, tu parlais des entreprises, c'est peut-être qu'il y a une conscientisation, une prise de conscience sociale que le Rio Tahiti, ça permet de trouver du travail maintenant. Ça, c'est bien. Et donc, on a des start-up, on a des applications de Rio. Et donc, les étudiants, il y a maintenant ce débouché d'entrepreneuriat qui existe, et ça c'est quelque chose que il faut qu'on développe ça pour la filière de Rio Tahiti, au-delà des métiers de la médiation, de la communication, de l'enseignement, de la culture, des concours administratifs aussi, dans les mairies et dans toutes les instances de collectivités politiques. On a besoin de Rio Tahiti pour passer les concours. Donc voilà, un petit peu pour compléter, mais c'est une maquette de langue. Voilà. Merci. Okay. Alors, langue étrangère appliquée. J'ai parlé de langues étrangères, nous allons parler de langues étrangères, mais je peux parler de ce mot appliqué. C'est toujours intéressant de penser au sens des mots. Alors, qu'est-ce que veut dire ce mot appliqué ? Appliqué au monde de l'entreprise, au secteur tertiaire. Et ça donne des débouchés comme dans le tourisme. Je rencontre régulièrement, 1, 2, 3 fois par an, d'anciens étudiantes. « Ah, bonjour monsieur, comment ça va ? Qu'est-ce que tu fais ?»« Eh bien, je travaille à la Banque de Tahiti, je travaille à la Banque de Polynésie, je suis greffier, je travaille dans le tourisme. » Donc, dans le secteur tertiaire, dans les assurances, il y a des débouchés dans ce domaine-là, dans le commerce international. Certains partent à l'étranger. Bon. Et aussi, il y a une spécificité de la filière LEA anglais-espagnol en Polynésie française, à savoir, beaucoup d'entre vous aimez la langue espagnole, et pour des raisons personnelles, économiques, diverses et variées, vous ne pouvez pas partir en métropole, faire des études espagnoles. Donc, la filière LEA anglais-espagnol accueille ce genre d'étudiants, ce profil d'étudiants, et ça leur permet aussi en troisième année de partir en Espagne. Il y a un bon nombre, hein, il y a une dizaine, une demi-douzaine, enfin le nombre varie sur les années, mais se destine à l'enseignement de l'espagnol, donc c'est une possibilité. C'est une possibilité. Et je reviens à la question de l'orientation. Oui, alors des étudiants leur master, et ils savent toujours pas ce qu'ils veulent faire. Donc voilà, c'est normal. Je dirais c'est normal, hein, de ne pas savoir vers quelles études, à quel domaine s'orienter. C'est complètement normal. Ne vous mettez pas trop la pression, mais c'est bien de s'en mettre un petit peu. Tout est une question de dosage. Hein. Ah, je sais pas ce que je vais faire. Je suis désespéré. Bon, je sais pas quoi faire, mais c'est pas grave. Bon, toujours le juste milieu. Et puis, alors donc, ah oui, langue étrangère appliquée. Je reviens à ça. Pardon pour les digressions. Appliquée. Alors, donc en LEA, nous proposons des cours de 3. Gestion, comptabilité, marketing, économie, même communication d'entreprise aussi. Alors, je reviens à la question de l'orientation. J'ai parlé dernier mot alors, je reviens sur ce qui a été dit sur la maîtrise de l'orthographe. Je souscris totalement à ce qui a été dit, et je peux vous proposer un exercice pratique que je propose à mes étudiants. Alors, t'aimes bien lire tel ou tel livre, le livre des livres, ou n'importe quel, bien écrit plutôt. Tu l'apprends par cœur, tu la recopies de mémoire, et puis après tu compares. Et tu verras quel mot tu as bien écrit, est-ce que tu as fait les accords, participe passé, etc. Est-ce que c'est infinitif et pas participe passé, etc. Donc, apprendre par cœur, vous allez développer vraiment d'un grand nombre de compétences avec ce simple exercice, et il vous apportera autant que vous investissez dedans. Hein. C'est tout simple. Hein. Et puis, choisissez des textes que vous aimez. Hein. Comme ça, vous aurez cet avantage supplémentaire d'associer le plaisir et puis le travail, l'apprentissage. Alors, il me revient
le formidable honneur d'être celle qui conclut. Alors, tout a été dit et très bien dit. C'est-à-dire qu'en histoire, comme en lettres, comme en anglais, comme en réo, on a d'abord une formation. C'est-à-dire qu'on apprend à voir le monde, à analyser. Et ça, c'est quelque chose qui sert forcément à avoir des repères et à être efficace dans tous les domaines, personnellement comme professionnellement. Et en histoire, donc, professionnellement, comme dans les filières du département LSH, on fournit évidemment de gros contingents au métier de l'enseignement. Moi, je souligne, comme ça a été dit pour le cas des lettres, c'est qu'il y a la possibilité de faire carrière en Polynésie une fois qu'on a réussi ces concours et c'est quand même quelque chose de particulièrement motivant. Par ailleurs, on l'a déjà dit aussi, on a des étudiants qui ont une capacité d'adaptation de par justement cette formation initiale qui fait que ils peuvent être recherchés. Tous les domaines qu'a évoqué Andrea, c'est aussi historico-compatible autant que littéraro-compatible avec les différents itinéraires. Merci Véronique. Merci pour ce mot de fin, parce que je pense que ça sera vraiment le mot de la fin, ou pas peut-être. Je voudrais ajouter un point qui n'a pas été abordé en ce qui concerne Je pense que c'est... Véronique avait envie de conclure en musique. Exactement. Je suis désolée d'ajouter une petite note. Nous n'avons pas parlé du niveau d'anglais qui est requis à l'arrivée de la licence LLCER anglais. Je pense que c'est une question que se posent les éventuels candidats. Je voudrais donc préciser que si vous avez envie de vous inscrire en licence LLCER anglais, le niveau d'anglais requis est un niveau correct. Vous n'avez pas besoin d'être expert, premier de la classe en terminale pour vous inscrire en licence LLCER anglais. Donc il vous faut un niveau correct et l'objectif de notre formation est de faire en sorte que ce niveau s'améliore de façon à aboutir, comme je le disais tout à l'heure, à une maîtrise de la langue. Et ce que je voulais vous dire, et qui m'avait échappé temporairement, c'est que notre formation dispense la majorité de son volume horaire global en pratique de la langue de communication, écrite et orale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne vous formez pas uniquement au métier de l'enseignement, auquel vous êtes très bien formé, mais également à tous les domaines de la vie professionnelle et quotidienne sur lesquels vous êtes habilité à vous exprimer couramment en anglais. Oui, il y a un métier qui n'a pas été mentionné, ou alors ma attention n'était pas bien focalisée, c'est professeur des écoles. Et chaque filière... Ah, ça a été... oh là là, j'ai eu un... Pardon. Dans toutes les filières, nous formons des professeurs des écoles. Et dernier mot, ce sera mon dernier mot sur un point. Ce qu'on attend de vous, alors nous apprécions les étudiants qui ont une culture, qui sont ouverts, qui sont curieux. Mais en ce qui me concerne, ce que j'apprécie énormément, peut-être plus que tout, c'est la bonne volonté. La bonne volonté, l'envie de bien faire. Et même si vous ne savez pas ce que vous voulez faire à l'avenir, ce sera mon dernier mot, tout ce que vous avez à faire, faites-le du mieux que vous pouvez. Et tout ira bien. Et d'ailleurs, sur ce sujet, est-ce que vous avez quelques petits conseils à donner aux élèves de terminale qui sont actuellement en train de compléter leur dossier Parcoursup? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour arriver à un dossier de qualité? Et comment est-ce qu'ils peuvent... est-ce que vous pouvez leur donner quelques conseils pour bien réussir leur dossier Parcoursup? Tu veux? Non, je suis bien assez dossier Parcoursup. Voilà. Je dois dire que dans la filière histoire, c'est notre collègue Yann Ben-Sivango qui est en charge de l'examen des dossiers. On est particulièrement sensible à la lettre de motivation et à sa sincérité. On a parfois l'impression qu'il y a un petit peu
un copier-coller de choses qui sont préformatées. Et c'est un peu dommage. Parce que c'est peut-être la première chose qu'on regarde. Alors évidemment, il faut pouvoir avoir ces résultats qui ont été évoqués, ce niveau qui a été évoqué dans toutes les filières. Donc ça dépend de l'élève ou en tout cas de l'étudiant de terminale ou du futur étudiant sur le campus. Mais ensuite, il y a aussi cette espèce de sans doute d'élan, de bonne volonté auquel tu faisais allusion. Voilà, soyez honnête et sincère dans ce qui vous attire et je crois que ça sera un plus certain pour notre attention. Je peux ajouter ? Rappelez-vous que les collègues qui sont chargés d'examiner vos candidatures vont faire attention à vos notes, mais aussi aux commentaires qui figurent sur vos bulletins et dans votre dossier. Donc, soyez motivés dès à présent, c'est-à-dire que si dans vos bulletins, les appréciations des professeurs témoignent d'une envie de réussir, témoignent d'un travail sérieux, votre dossier sera examiné avec beaucoup plus de soin que si les commentaires sont dissipés. Dissipé encore, c'est peut-être pas si grave, mais souvent absent, absence totale de travail, manque de motivation, etc. Ça risque de sérieusement nuire à vos chances d'être pris à l'université. Donc, c'est toujours le même mot, au travail, dès à présent. Je crois qu'il n'y a pas moyen d'y échapper. Tout le monde, je crois, est intervenu pour dire ce qu'il avait en tête. Donc, on arrive à la fin de cette table ronde, de ce live. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé avec nous à cet enregistrement. Et pour ceux qui nous regardent, je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes les ressources nécessaires sur l'université, sur le site internet www.upf.pf/journée porte ouverte. Et on vous donne rendez-vous à la rentrée. Au revoir. Bye bye.